Donc, bienvenue à tous. Favoriser les saines habitudes de vie pour les personnes aînées, c'est le sujet du jour. Je tiens d'abord à remercier le secrétariat aux aînés qui en fait soutient financièrement Espace Muni dans le cadre d'une série de webinaires consacrés aux municipalités amies des aînés. Et au ministère de la Santé et des Services sociaux. Notamment, je tiens à remercier Madame Michèle Martin, conseillère à la promotion des saines habitudes de vie, volet alimentation, à la direction de la promotion des saines habitudes de vie du M3S, qui a travaillé de concert avec moi sur l'élaboration de ce webinaire. Espace Muni, pour ceux qui ne nous connaissent pas, très vite, nous sommes la fusion entre deux organismes, le Carrefour Action Municipale et Familles et le Réseau québécois des villes et villages en santé. Notre mission est vraiment d'accompagner les municipalités afin d'améliorer la santé globale et la qualité de vie des citoyennes et des citoyens dans une perspective de développement des communautés. Nous travaillons sur différents programmes, famille, vieillissement actif, enfance et jeunesse, accès inclusif, participation citoyenne, santé globale. Donc, les deux organismes qui ont fusionné, en fait, engendrent à elles-mêmes un peu plus de 30 ans d'expérience dans le milieu municipal. Et voilà, nous avons à peu près 400 membres à travers tout le Québec du milieu municipal et d'organismes différents. Comment va se décliner ce webinaire? Alors, en deux blocs. Tout d'abord, un bloc sur le mode de vie physiquement actif. Nous avons invité Madame Olivia Bourque, qui est coordinatrice en loisirs à la municipalité de Sainte-Hélène-de-Bagot. Excusez-moi, je bafouille ce matin. Qui va nous présenter le projet Aînés au cœur de l'action. Elle sera ensuite suivi de Madame Annie Robitaille, conseillère en activité physique, direction du sport, du loisir et de l'activité physique au ministère de l'Éducation et du Québec. Cela viendra compléter le bloc 1. Et ensuite, période de questions. Deuxième bloc, on passe aux saines alimentations. C'est Sylvie Noël, directrice de l'organisme Solidarité citoyenne Portneuf, qui viendra nous présenter le projet Cuisiner des soupes solidaires et ensemencer des semis entre hommes vivant seuls. Elle est accompagnée de M. Jean Cloutier, qui est chargé de projet en solidarité citoyenne également, et qui vient du projet Solidarité citoyenne Portneuf. Et enfin, ce bloc sera complété par Jocelyne Gamache, coordinatrice générale du regroupement des cuisines collectives du Québec. Et cela viendra clôturer le deuxième bloc, une période de questions. Voilà. Très vite. J'aimerais juste vous faire un petit rappel en fait des piliers de Municipalité Amies des aînés. Donc, la démarche repose sur le vieillissement actif, qui est un processus qui est prôné par l'Organisation mondiale de la santé et le secrétariat aux aînés, donc qui repose sur trois piliers. Donc, la participation citoyenne, la participation sociale, excusez-moi, qui est composée de participation citoyenne, participation du bénévolat, et puis la santé qui est évidemment important. Une personne en santé est une personne qui peut vivre plus longtemps et dans de meilleures conditions. Et la sécurité qui est à la fois tout ce qui concerne la sécurité de façon globale, dans le sens où prévenir en fait les dangers, s'assurer que la personne est en sécurité via l'action de la police, etc., mais aussi tout ce qui concerne l'environnement, des environnements favorables, donc pouvoir avoir l'accès, marcher de façon sécuritaire dans des rues qui sont adaptées, par exemple. Les saines habitudes de vie font partie du champ d'action santé et services sociaux dans la Marguerite. Donc les 9 champs d'action qui composent la démarche Municipalité Amies des aînés. Et pour favoriser les saines habitudes de vie, il faut miser sur une saine alimentation. On va voir pourquoi. Un mode de vie physiquement et socialement actif, mais également des activités de loisirs qui sont souvent, ce qu'on a pu voir depuis quelques années, c'est que les municipalités adaptent leur activité de loisirs en fonction également de pouvoir favoriser en fait, les saines habitudes de vie.
Et enfin, des environnements favorables qui favorisent justement la marchabilité, l'utilisation de transports différents comme le vélo, etc. Donc aussi également de favorise dans les parcs des bancs, de la luminosité. Donc tous ces éléments-là font que on peut favoriser les saines habitudes de vie. Voilà, j'ai terminé mon petit laïus. Je laisse la parole à Olivia pour nous parler de mode de vie physiquement actif. Je vous remercie. Donc, bonjour tout le monde. Comme Sarah m'a déjà présenté, je vais quand même le refaire. Donc, Olivia Bourque, la municipalité de Sainte-Hélène-de-Bagotte. Donc, s'il y en a qui se sont joints pas depuis le début, en fait, là, je vous présente ce matin notre projet Aimer au cœur de l'action qui a été présenté là, dans le cadre des saines habitudes de vie. Je vais simplement vous partager mon écran, quelques questions, que ce soit un petit peu plus actif pour vous. Donc, est-ce que tout le monde voit, Sarah? Est-ce que ça va? Merveilleux. Donc, Aimer au cœur de l'action, la mise en contexte pour nous, c'est un nombre d'habitants plus ou moins de 1700. On a une participation de nos aînés assez importante et il fallait la mettre en valeur. Donc, c'est pourquoi on a décidé de partir ce projet-là. Donc, on a une population active, dynamique, présente, impliquée. La FADA qui est au cœur aussi là, de la municipalité. Donc, on devait répondre à un certain besoin. La problématique, un peu comme tout le monde, la situation de la pandémie, confinement, restrictions sanitaires, comment on pouvait continuer à offrir des activités malgré la situation de la pandémie. Donc, l'objectif du projet était vraiment de briser l'isolement social. On voulait garder un milieu de vie sain et actif. On voulait maintenir des saines habitudes de vie. On voulait favoriser la pratique libre d'activités physiques extérieures pour pouvoir continuer à respecter les restrictions sanitaires. Je pense que ça a été un défi de taille pour tout le monde. Puis d'autant plus que nos aînés sont parfois dans des situations plus précaires, il fallait vraiment se pencher sur cette situation-là. Donc, qu'est-ce que c'est Aimer au cœur de l'action? En fait, c'est une citoyenne de Sainte-Hélène qui est arrivée et qui nous a vraiment parlé de cette idée-là de proposer aux gens des parcours de marche. Donc, nous, à Sainte-Hélène, oui, on a certains endroits qu'il y a des qui favorisent justement la marche à pied avec des trottoirs, mais il y en a d'autres que non. Donc, qu'est-ce qu'on peut proposer aux gens qui désirent justement continuer des activités physiques et justement avoir un certain kilométrage. Donc, les parcours de marche varient entre 2 et 7 km. Donc, on a apposé des parcours, des panneaux à 2 endroits stratégiques dans le village. On a aussi des parcours actifs qui sont dans tout ça, mais je vous reviens avec ça un petit peu plus tard. Donc, on utilise là, le mobilier urbain existant. On a des cours de mise en forme plein air aussi, 50 ans et plus, qui ont été créés pour justement mettre les panneaux actifs et animer tout ça. Puis, on a des documents version papier, capsules vidéo qui ont aussi été mis sur le site Internet. Donc, si je reviens au parcours de marche, comme vous pouvez voir, j'ai mis un exemple là. Bien, un exemple. En fait, c'est l'affiche qui est mise au presbytère puis dans le parc des plantes, à 2 endroits stratégiques. Puis les gens peuvent décider justement de faire un 2 km, un 4 km, un 7 km. Ce projet-là est en place. On a mis un code QR qui n'apparaît pas justement là, sur la... Ah oui, je crois qu'il est là juste en bas, excusez-moi. Que les gens peuvent justement scanner sur leur téléphone, s'il y en a qui en ont. Sinon, la version imprimable est disponible sur le site Internet. Puis sinon, ben, il y en a qui vont y aller aussi avec leur imagination.
Mais bref, on voulait vraiment que les gens puissent continuer à bouger. Je sais que M. Legault encourageait beaucoup la marche à pied aussi durant la pandémie. Donc, on s'est dit, pourquoi pas nous aussi offrir des panneaux de marche pour nos villageois. Le deuxième, en fait, le deuxième volet de tout ça, je vais vous montrer là, sur la prochaine diapositive tantôt le parcours actif, les stations. Donc, c'est constitué de 6 stations qui utilisent un mobilier urbain et qui permet aux gens d'effectuer des exercices on a différents blocs, on a 3 blocs. Donc, les gens ont au total 6 exercices qu'ils peuvent faire. Et ça varie là, de niveau débutant à avancé. Sincèrement, vous allez voir, j'apparais sur les photos. Moi, j'ai juste fait les photos et puis c'était quelque chose. J'étais raquée après mes journées de shooting. Mais sans blague, c'était vraiment intéressant à expérimenter. Donc, on a mis ça justement au Parc des Plantes pour que les gens puissent utiliser. Donc, c'est vraiment de la participation libre. Les aînés peuvent y aller au moment qu'ils désirent. Ça prend pas, la distanciation peut être respectée. Donc, on respectait vraiment l'idée globale de continuer à promouvoir les saines habitudes de vie en contexte de pandémie, sans les restrictions, vu qu'on était à l'extérieur. Donc, on était vraiment très fiers de pouvoir compléter là, cette mission-là avec notre parcours actif. C'est sûr que ça ne va pas seul, ça ne va pas se développer tout seul. Donc, afin de faire connaître ce projet-là pour nos aînés, on a décidé d'animer notre parcours. Donc, pour l'instant, on a eu deux sessions d'animation au Parc des Plantes pour le parcours actif. On a eu plus de 20 inscriptions. On a rendu ça gratuit là, pour nos aînés. Et il y a un engouement qui a été partagé là, pour ça. Donc, on est très fiers de dire que c'est une activité qui fonctionne très bien et on a même eu de la demande pour les 50 ans et moins pour qu'il y ait des ateliers, des cours de mise en forme qui soient faits. Ce projet a été développé en collaboration avec le CISM, le CI3S Montérégie-Est, avec M. Yann Bourbeau. Et donc, il a vraiment passé au travers là, des exercices pour nous aider là, à vraiment cerner qu'est-ce qui pouvait être intéressant avec ça. Et de là est né aussi un engouement du CISM pour ces activités-là, cette activité-là, excusez-moi, puis ce concept-là. Et ils ont développé justement un document en version papier que les gens peuvent imprimer directement sur le site Internet, puis aller faire sur le terrain des loisirs, peuvent aller faire dans un autre parc, donc peuvent aller faire sur le terrain du presbytère. Tant et aussi longtemps qu'il y a du mobilier urbain, les gens peuvent aller faire ça, là, pratiquer ça librement. De ça aussi est né le concept de faire des capsules vidéo avec la collaboration du CISM qui sont rendues aussi disponibles sur le site Internet et qui expliquent là, comment faire les exercices en détail. Donc, comme j'ai mentionné, excusez-moi, j'ai un petit bug, il fallait bien que ça arrive. Donc, bref, considérant l'implication, bon, si je peux parler de l'implication et, voilà, implication et participation, donc l'animation des panneaux. Il y a de ça, du parcours de marche est né des groupes de marche. Donc, nos aînés ont décidé de se faire des groupes le vendredi matin et d'aller essayer justement les différents parcours selon leurs envies du moment. On a plus de 50 aînés là, qui participent aux différentes activités et qui utilisent les différents parcours qui sont donnés. Puis, ce qui est intéressant de tout ça, de ce projet-là, c'est vraiment l'accessibilité à tous les citoyens et citoyennes, malgré que le projet est quand même axé là, pour nos aînés. Donc,
Pour vous donner un petit visuel des différentes stations qui sont installées là, au Parc des Plantes, on a vraiment, on est allé avec les différents mobiliers. Donc, la première station, c'est du renforcement musculaire sur le banc, table de pique-nique, on a un module de jeu, un support à vélo qui est aussi banal, une balançoire, puis une butte. Mais sur la butte, bon, on peut parler justement de fente, de descente, de montée. Donc, tous des exercices qui sont quand même intéressants tout de même. Donc, bon, excusez-moi, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Bon, parfait. Donc, les partenaires impliqués, comme je vous ai mentionné tantôt, nous avons Gisabelle Legendre, qui est une citoyenne de Sainte-Hélène, Yann Bourgault, le kinésiologue du CISM. On a eu aussi le comité des loisirs Sainte-Hélène qui s'est impliqué pour simplement aller marcher les différents parcours pour justement calculer le nombre de kilométrage. Donc, ça a pris plusieurs essais-erreurs justement pour s'assurer qu'on utilisait les bons parcours et que c'était quand même intéressant à marcher aussi. Puis, on a la FADOC de Sainte-Hélène qui ont été présents aussi pour nous pister sur leurs besoins, pister aussi sur ce qui était intéressant de faire ou non. Puis, on a eu des belles conversations, des beaux échanges, puis ça a vraiment solidifié encore plus là, nos liens avec nos amis. L'échéancier, on a eu une bonne année pour faire ça. Le budget qui a été octroyé, on parle de 3 514 $. Donc, on a vraiment là, tout ce qui est au niveau création, conception, impression, puis l'animation d'ateliers de mise en forme. Puis, j'ajouterais même avec tout ça, on a beaucoup publicisé et on a fait aussi là, une inauguration pardon, des parcours actifs. Donc, ça a été très intéressant à faire. Les bons coups, comme j'ai mentionné, l'inauguration, ça a vraiment fait une belle visibilité. Ça a vraiment permis aux gens de se rassembler, de discuter, de voir, d'être présents. Puis, on était très heureux d'accueillir nos aînés, puis nos citoyens. Partenariat avec le CISM, donc il y a des nouveaux projets qui se sont développés, des nouvelles idées qui se sont créées, des nouveaux partenariats. L'animation des parcours actifs avec les ateliers de mise en forme ont vraiment ajouté quelque chose. Je pense que comme vous pouvez voir sur les différentes photos, on voit que nos aînés sont heureux, ils ont créé une petite famille. Là, sincèrement, ça a vraiment été très agréable là, de voir ça se développer. Et je pense que juste apposer les panneaux aurait été différent que de justement là, les animer. Ça a vraiment créé là, un effet plus rassembleur. L'intérêt de la population pour les ateliers de mise en forme 50 ans et moins. Donc, on voit aussi qu'il y a un intérêt même pour la population en général là, pour le projet. Donc, c'est ce qui est intéressant parce que c'est un projet qui est adapté à tous. Pérennité du projet, pratique d'activités libres extérieures pour tous. Pandémie ou pas, que la situation revienne ou que ça se termine à jamais, on sait qu'il y a une pérennité de projet qui est là pour durer. Puis, c'est adapté à tous. Et comme je disais, les blocs s'adaptent vraiment à si, par exemple, quelqu'un a une particularité physique, va l'adapter à sa condition. Donc, adapté à tous les âges et à tous les niveaux. C'est gratuit, c'est disponible en tout temps, beau temps, mauvais temps, été comme hiver. Et c'est l'amélioration, le maintien et le développement des saines habitudes de vie. C'est ce qui est vraiment pro. Alors, ça fait le tour pour moi ce matin. Merci Olivia. Je vais te laisser départager ta présentation. C'est vraiment intéressant. Ce projet, c'est un très beau projet. Les visuels sont super chouettes. Je vais laisser la parole à Annie. Et puis ensuite, on aura un bloc de questions.
Oui, bonjour tout le monde. Annie Robitaille, conseillère en activité physique au sein du ministère de l'Éducation pour le secteur loisirs et sports. Donc, je vais partager mon écran. Peut-être juste me dire que tout est correct. Oui, c'est très bien, Annie. On voit bien. Super. Donc, le plein air de proximité et les aînés. Nous avons au Québec une table sur le mode de vie physiquement actif provincial. C'est une grande table de concertation et il y a des comités en dessous de cette table-là, la TMVPA. Puis, je m'occupais du comité promotion du plein air et avec les participants, les partenaires, on a décidé de rédiger un guide sur le plein air de proximité. On l'a appelé Guide de plein air de proximité, un outil pour le développement local et municipal. Donc, c'est ce que vous voyez. On a travaillé en collaboration avec un groupe de travail. Vous voyez les membres ici. Donc, tous les membres qui étaient présents étaient intéressés à travailler sur ce sujet-là, sur ce volet-là. Donc, l'Association des camps du Québec, l'Association des parcs régionaux, la QLM, Aventure Écotourisme Québec. Vous voyez, il y en a plusieurs. Il y avait des représentations des fédérations de plein air, la CEPAC, les unités régionales de loisirs et de sport. Donc, le contenu du guide, je vais vous inviter à aller le consulter là, après la rencontre. Il est très bien fait. Il y a une quarantaine de pages, mais très, très facile à lire. Le contenu du guide, on fait un bref portrait pour commencer du plein air de proximité au Québec. Ensuite, on illustre, on définit qu'est-ce qu'on veut dire par plein air de proximité. Pourquoi développer le plein air de proximité? Donc, c'est un peu un argumentaire pour aider les municipalités, des fois, pour présenter un projet, soit à l'interne ou sur un comité avec des partenaires externes. On présente les bénéfices pour les citoyens, mais aussi les retombées pour la municipalité. Des pistes d'action, vraiment, on met sur les pistes d'action, des projets inspirants, des photos du Québec. Donc, voilà. On a des faits saillants aussi du document qui est disponible, que vous pouvez commander à l'adresse que vous voyez là, sur la présentation. Donc, c'est un petit résumé du guide que vous pouvez distribuer, que vous pouvez partager là, au sein de votre communauté. Qu'est-ce qu'on entend par plein air de proximité? Donc, c'est une activité physique extérieure en contact avec des éléments de la nature. Ce qui le caractérise vraiment, c'est son accessibilité, c'est son équité aussi pour l'ensemble de la population. Puis, on peut pratiquer le plein air de proximité à une distance de marche, à peu près moins de 15 minutes de son milieu de vie. C'est gratuit. C'est vraiment près des zones d'habitation, donc de ma maison, de mon travail, de mon centre d'hébergement. Je peux sortir à l'extérieur. C'est facile d'accès et ça s'intègre facilement dans la routine des gens aussi. Ça contribue vraiment à un mode de vie physiquement actif, puis aussi à la mobilité des aînés, donc au niveau social également. C'est vraiment intéressant. Ce sont des activités libres, donc on le fait lorsqu'on a du temps de disponible à son rythme. C'est simple d'exécution. Ça ne demande pas une grande formation de l'équipement spécialisé. Puis ça peut être pratiqué comme on a vu tout à l'heure, selon mon niveau de compétence. Puis c'est accessible à l'ensemble de la population, même les moins nantis, des personnes plus vulnérables. Donc, au niveau de l'équité, c'est super intéressant. Ça permet un contact régulier, même journalier, avec des éléments de la nature, puis avec tous les bienfaits qui sont associés à ça. C'est fort intéressant. Donc, on a les bienfaits de la pratique d'activité physique, mais au carré parce qu'on est en contact avec les éléments de la nature, avec la nature, et il y a beaucoup de bienfaits par rapport à ça. Donc, vous voyez sur l'écran le continuum plein air, c'est ce qu'on retrouve dans le guide également. Le contact avec la nature, c'est essentiel pour la santé humaine. Puis, le plein air de proximité, ça permet un contact régulier, quotidien avec des éléments de la nature. Donc, vous voyez là la base de la pyramide au niveau de la fréquence du contact, au niveau de la durée et de son intensité de l'immersion en nature. C'est vraiment là au sein des milieux de vie, dans les milieux urbains, semi-urbains, donc vraiment au cœur des milieux de vie des citoyens. Dans les quartiers, si on a
un contact régulier avec des éléments de la nature, si on a la possibilité de le faire, de bouger à l'extérieur dans des parcs, dans des sentiers, dans des corridors plein air aussi qui longent des cours d'eau, des choses comme ça. C'est vraiment important. Puis, les personnes qui vivent une expérience positive, vraiment de proximité, vont peut-être avoir envie d'aller au niveau d'un parc régional ou d'aller dans un parc provincial. Des fois, ça demande un peu plus d'organisation, de sous, de déplacement, mais c'est vraiment avec le plan de proximité que les gens peuvent être en contact et être actifs physiquement au quotidien. Donc, la base de la pyramide est vraiment importante. Les bénéfices pour les citoyens, donc, on retrouve dans le guide différents bénéfices. Je vais en parler rapidement parce que j'ai pas beaucoup de temps pour présenter. J'ai 10 minutes pour le guide. Donc, ça favorise vraiment la pratique régulière d'activité physique, un mode de vie physiquement actif. Ça contribue à la santé physique des gens, hein, la vitamine D avec l'ostéoporose, c'est important pour l'absorption du calcium. Au niveau de l'équilibre, les terrains, des fois, ils sont un peu moins, ils sont un peu plus avec des petits obstacles. Donc, ça travaille aussi cet élément-là. C'est démontré aussi que quand on a accès à un espace nature près de chez nous, ça augmente la fréquence et la durée des marches chez les aînés. Au niveau de la réduction du stress, de l'anxiété aussi, 20 minutes, 15 minutes, c'est suffisant, quelques fois par semaine. Une fois par semaine, ça va diminuer la pression sanguine des gens, la fréquence cardiaque, leur rythme respiratoire, puis ça fait beaucoup de bien au niveau de l'humeur également. On ressent vraiment un sentiment on peut ressentir un sentiment de bien-être quand on est en contact avec des éléments de la nature. Puis on développe un sentiment d'appartenance à son milieu aussi. Donc, au niveau de la sociabilisation des aînés aussi, quand on se déplace dans un espace public où on est bien, il y a des gens, on peut échanger, puis ça ralentit le déclin cognitif aussi. C'est démontré, la nature stimule plusieurs zones du cerveau, puis ça augmente les capacités cognitives. Quand on est en nature, les 5 sens sont sollicités. Donc, on voit, on sent, on entend. Il y a plein de bienfaits par rapport à ça. Puis ça contribue aussi à réduire les inégalités sociales de santé dans les communautés, surtout à forte concentration, des ménages à faible revenu. Donc, ouais, c'est ce qui est intéressant. Au niveau des retombées pour les municipalités, ben, il y a autant de retombées sociales, ça dynamise le milieu, qu'environnementales aussi, c'est important de le nommer. Donc, au niveau de la qualité de l'air, au niveau du bruit, au niveau de l'absorption des eaux, au niveau économique aussi, ça permet l'attraction des gens qui sont intéressés à venir vivre dans notre milieu. Ça permet la rétention aussi. Les gens sont bien. Ils trouvent que c'est une belle qualité de vie. Donc, ça a son impact par rapport à ça aussi. Ça revitalise les quartiers. Donc, ça a beaucoup de bienfaits et vous allez retrouver là, beaucoup plus de détails dans le guide sur le plan de proximité. Ça, c'est une page qu'on retrouve aussi dans le guide. Il y a une revue systématique qui a été faite qui porte sur les avantages des espaces verts. Ça montre vraiment une association forte entre la quantité des espaces verts à proximité du domicile et le risque moindre de mortalité. Puis la perception des gens est beaucoup plus favorable d'être en bonne santé mentale. Les gens se sentent, ils ont la perception d'être à se déclarer vraiment plus psychologiquement et physiquement en santé lorsqu'ils sont près des espaces verts. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis, il y a une étude au Japon aussi qui a été faite. Ça a été mené auprès des personnes âgées qui vivent vraiment dans une ville densément peuplée à Tokyo. Puis, ça montre qu'en moyenne, elles vivent 5 ans de plus si elles habitent dans un secteur proche d'espace vert qui est propice à la marche. Donc, dans le guide, vous allez retrouver différentes références par rapport à ça aussi. Donc, ce qui est intéressant. Comment la municipalité peut diminuer les barrières afin que les aînés aient la possibilité d'être en contact avec la nature puis pratiquer des activités physiques à l'extérieur, près de leur milieu de vie? Mais en fait, la municipalité, c'est un facilitateur
Ils peuvent soutenir les milieux pour bénéficier de l'accessibilité aux espaces naturels de proximité. Puis, ça représente vraiment des belles opportunités de projets ancrés dans la communauté avec la clientèle aînée. Puis, c'est intéressant aussi de mettre en commun les forces vives des différents partenaires pour l'accessibilité et développer des initiatives. Donc, dans le guide, on aborde des pistes d'action selon 4 enjeux. L'accessibilité pour commencer, donc faciliter l'accès au plein air de proximité, que ce soit en termes de coût, la gratuité, on l'a vu, c'est intéressant. Le temps de déplacement aussi, qui est de entre 300 et 500 mètres du milieu de vie. L'équipement, ça prend peu d'équipement, où on peut avoir une centrale d'équipement, on peut avoir un prêt d'équipement, l'animation aussi au niveau des milieux de vie, des sites de plein air, puis en avoir pour tous les goûts avec un accès qui est un peu plus universel. Donc, différents niveaux de pratique aussi, pas juste pour les gens qui sont plus actifs et plus en forme. Donc, avoir peut-être, comme on a vu tout à l'heure, entre 2 et 7 km de marche. Donc, il y en a pour tous les goûts à ce moment-là. Puis, peut-être identifier aussi les lieux de proximité, faciliter l'accès à ces espaces-là. Puis je pense que c'est important d'en développer des nouveaux. On peut faire la promotion de ce qui existe, mais on peut en développer des nouveaux parce qu'on a vu, par exemple, durant la pandémie, que ça a été très recherché, très populaire, d'aller à l'extérieur puis d'être en contact avec la nature. Maximiser aussi l'utilisation, le développement des sites existants. Donc, des fois, ça ne prend pas beaucoup d'investissement pour vraiment faire une grande différence. Développer des corridors nature également, puis des corridors qui sont sécuritaires dans les déplacements. Faire du plein air une expérience de qualité, c'est important aussi, donc, en termes de sécurité, d'entretien, de propreté, des aménagements de qualité, l'éclairage, la diversité des lieux naturels, la quiétude, le confort, par exemple, des services sanitaires. Donc, au niveau de la qualité des espaces, vraiment avoir un plan de gestion des risques, avoir l'entretien, un plan d'urgence, avoir des abris pour le soleil, pour le vent à certains endroits, d'avoir des endroits où la quiétude au niveau de la sonorité est pris en considération, puis le respect du milieu naturel. Il y a des endroits qui sont très populaires aussi, puis on voit vraiment un impact sur l'environnement. Donc, au niveau de cet élément-là, c'est important de le prendre en considération parce que les gens qui en profitent vont apprécier un site qui est vraiment pas trop surachalandé. Puis, l'environnement aussi, c'est important. Au niveau de la promotion de l'offre de plein air, en termes de lieux, en termes d'information, donc c'est important de faire connaître les espaces naturels que vous avez et les sites de plein air de proximité, faciliter l'accès à l'information, promouvoir l'importance du respect de la nature, puis peut-être aussi faire des activités spéciales comme adopter son arbre ou faire des corvées au niveau des déchets. Puis, ça prend une bonne communication, autant à l'interne dans son organisation qu'à l'externe là, au sein de sa communauté. Un autre élément important qui est abordé dans le guide, c'est la concertation. Donc, vraiment favoriser la concertation. Le plein air, ça ne peut pas reposer sur les épaules d'une seule personne. C'est vraiment un travail d'équipe. Et ça prend un certain leadership aussi, entre autres de la municipalité, en termes de facilitateurs, de soutien, en termes de communicateurs, de vision aussi, de planification, de développement, de concertation, puis aussi au niveau des politiques et des plans directeurs. Donc, ça prend un canal de communication clair qui est vraiment bien défini à l'interne parce qu'il y a plusieurs services qui sont impliqués dans le plan de proximité. On peut avoir les travaux publics, on peut avoir l'urbanisme, on peut avoir l'aménagement paysagiste, on peut avoir les loisirs, ça prend vraiment une bonne communication et concertation à l'interne, de développer sa vision, de développer ses politiques, ses plans directeurs aussi au niveau du plein air et au niveau du plein air de proximité. Donc, vraiment, là, au niveau du contact avec des espaces naturels, de développer des nouveaux sites, d'entretenir, ce sont des éléments qui sont importants.
avoir une réflexion à l'interne sur l'importance de ces milieux-là au sein de nos milieux de vie, avoir des responsabilités partagées, impliquer la communauté aussi, impliquer les familles, des aînés, leur faire confiance, mettre en place, comme je disais, des plans directeurs d'aménagement ou d'entretien, adapter les règlements municipaux, par exemple. On peut mettre en place un programme de financement spécifique aussi pour l'entretien ou la mise à niveau ou le développement des espaces naturels et des sites de plein air. Souvent, c'est des OBNL, mais parfois, qui s'occupent de ces espaces-là. Donc, vraiment, de les soutenir à différents niveaux. Puis, utiliser les instances, les ressources en place, se servir des guides de référence existants aussi, des guides d'aménagement. Par exemple, les fédérations de plein air en produisent, au niveau de la sécurité également. Puis, favoriser une approche qui est centrée sur la communauté, soutenir l'implication citoyenne, valoriser le milieu associatif et les bénévoles. On peut réaliser des sondages de satisfaction, d'appréciation auprès des citoyens aussi. On peut œuvrer aussi auprès des élus pour une adhésion politique. Des fois, ça peut être intéressant aussi d'avoir cette adhésion-là. Donc, je vous ai mis différents programmes d'aide financière là, qui existent actuellement. Les dates que je vous ai mises, c'est le dernier appel de projet. Il n'y en a peut-être pas un en cours, mais ça peut être annoncé là, dans les prochains mois. J'ai vu hier qu'il y avait eu un communiqué de presse, le gouvernement a investi plus de 26 millions pour améliorer l'accessibilité aux infrastructures récréatives et sportives existantes. Donc, c'est vraiment là au niveau, par exemple, du partage des infrastructures scolaires et municipales, vraiment avoir une bonne concertation pour ces infrastructures-là. Il y a des sous qui sont disponibles actuellement pour ça, pour améliorer l'accès à ces infrastructures-là également. Il y a les unités régionales de loisirs et de sport qui ont des programmes d'aide financière aussi pour des initiatives locales et régionales, que ce soit animer, organiser un événement, une activité, acheter de l'équipement, aménager, réaménager un espace public. Donc, ce sont des projets de moins de 10 000 $, mais ça peut être un soutien financier intéressant. Je vous ai mis d'autres ressources aussi qui existent là, sur le plein air de proximité de façon plus spécifique et aussi comme le dernier, le cadre de référence, c'est vraiment pour le soutien aux loisirs à participation et accès libre. Donc, c'est vraiment une approche dans ce sens-là. Ça ferait le tour de mon côté. Donc, je vous remercie beaucoup. Puis, j'ai mis mon courriel. Si vous avez des questions ou des besoins, vous pouvez m'écrire. Ça va me faire plaisir de vous soutenir par rapport au développement et à la promotion du plein air de proximité. Merci Annie, merci pour cette belle présentation. Tous les liens que tu as nommés dans ta présentation seront renvoyés lors d'un courriel de suivi. Olivia, je t'invite aussi à allumer ta caméra. On va passer à une période de questions. J'en ai une tout de suite. Comment éviter que la présence de parcs et espaces verts augmente la valeur foncière des maisons et des logements pour que les personnes vulnérables puissent continuer d'habiter près d'infrastructures de plein air de proximité? Une très bonne question. C'est sûr que ça augmente la valeur foncière, effectivement, là, au niveau des espaces verts. Peut-être de regarder aussi, d'avoir un chantier sur développer des espaces verts, peut-être enlever le béton ou verdir certains endroits plus défavorisés des fois. Mais au niveau de l'augmentation de la valeur foncière, c'est une très bonne question que je n'ai pas de réponse nécessairement là, ce matin. Donc, c'est de regarder peut-être de faire la cartographie de ce qu'on a actuellement, puis d'investir aussi dans des endroits qui sont plus défavorisés pour rendre accessibles aussi ces espaces verts-là pour les gens qui sont, pour les endroits dans la municipalité qui sont un peu plus défavorisés. Ce qu'on nous dit, c'est de construire des logements sociaux auprès des espaces verts. C'est en effet une... Oui, tout à fait. Vraiment. Bonne idée. N'hésitez pas à poser vos questions. Si vous avez des questions à l'oral, vous pouvez lever votre main. Moi, j'avais une question pour vous deux. Est-ce que vous constatez qu'il y a
de l'agisme, en fait, au niveau des saines habitudes de vie, au niveau de la pratique sportive des personnes aînées. Est-ce qu'on peut se heurter à ça en général, proposer des activités qui sont peut-être toujours un petit peu les mêmes pour les personnes aînées, alors que justement, vous présentiez, là, le projet d'Olivia est quand même très, très innovant. On utilise le milieu urbain, le mobilier urbain. Pareil, Annie, tu nous disais d'être créatif. Comment éviter, en fait, justement, des biais agistes par rapport à le mode de vie actif? Je ne sais pas si Annie? Viviane... Oui, C'est ça, je me disais, est-ce que tu veux y aller en premier? Ben écoute, de mon côté, sincèrement, c'est un petit peu ça ma problématique, qui n'en est pas une, mais moi, à Sainte-Hélène, c'est mes aînés qui bougent le plus. C'est vraiment, là, j'ai probablement la population aînée la plus active et la plus, excusez l'anglicisme, mais willing de la MRC des Mascoutins. Je ne suis pas peu fière de ça, mais quand on propose des activités, ils sont partants, puis justement, ça innove et ça veut bouger. Mais je sais que ce n'est peut-être pas une réalité. Et c'est une excellente question à se poser, comment on peut attirer ces gens-là. Je ne sais pas, Annie, de ton côté, qu'est-ce que tu en penses, mais c'est effectivement comment on peut aller chercher ça. C'est sûr, comme j'expliquais tantôt pour ma part, je crois que si on n'avait pas animé les parcours actifs, que ça n'aurait peut-être justement pas eu autant d'impact que si on les avait, vu qu'on les a animés. Et on compte probablement continuer. C'est sûr, c'est des gratuités, mais probablement qu'on va continuer là, avec des frais, mais je sais que les gens vont désirer s'inscrire. Puis comme je mentionnais, bien, il y a un engouement aussi, pas juste nos aînés. Donc, mais excellente question à se poser. Je crois qu'il faut vraiment, il faut pas qu'on laisse aller. Je pense qu'il faut qu'on prenne en charge, puis qu'on les amène, puis qu'on leur montre comment faire, puis qu'on les accueille dans tout ça. Je sais que la FADOC nous avait mentionné, parce qu'on se posait la question, est-ce qu'on achète du mobilier des exerciceurs, tu sais? Puis la dame de la FADOC m'avait dit non, mes aînés n'iront pas là. Ils n'iront pas là si vous n'animez pas, puis ils ne prendront pas le temps d'y aller par eux-mêmes. Il faut vraiment qu'il y ait un accompagnement qui soit fait. Je suis d'accord, moi aussi. Je pense que de sonder aussi les intérêts des personnes concernées, les aînés, mais aussi d'innover. Si on fait une programmation et qu'on offre ça comme ça, sans faire de porte ouverte, sans faire d'initiation, sans faire d'animation, sans faire de promotion aussi, puis d'avoir du partenariat, aller chercher, comme vous disiez, la FADOC ou d'autres partenaires. Des fois, ça peut être des commerces, des fois, ça peut être des organismes, des OBNL, des organismes communautaires, de vraiment travailler en collaboration au sein de la communauté, puis de dynamiser un peu ça. Puis, il y a des choses que vous allez proposer peut-être qui vont moins fonctionner, puis il y a des choses qui vont être très populaires. C'est sûr que l'accessibilité en général, la qualité de l'expérience, ce sont des éléments importants. Mais Olivia l'a bien mentionné, là, vraiment, si on fait juste la promotion, on fait juste une programmation, puis qu'on ne prend pas en charge un peu, puis qu'on n'est pas vraiment au-devant pour initier, animer, expérimenter. Puis je pense que le volet social est important pour ces gens-là aussi, comme créer une petite famille, comme vous disiez. Donc, si je vis une première expérience positive, je vais vouloir recommencer l'expérience. Puis, je pense que c'est petit à petit aussi, là, il peut y avoir des préjugés par rapport aux aînés, mais il y a des aînés qui sont très actifs aussi. Puis, ça dépend vraiment de la réalité de notre communauté, de notre population. Donc, d'avoir ce portrait-là, puis de travailler en collaboration avec eux aussi, de les impliquer, je pense que ça peut être intéressant. Oui, puis si je peux me permettre aussi, ce que j'ai vraiment entendu de nos aînés chez nous, c'était de ne pas trop les mettre dans un panier, dans une case aînée. T'sais, on a fait un projet qui est quand même assez global. Ce n'est pas indiqué exercice pour ces personnes aînées.
c'est des panneaux qui sont faits, mais qui sont adaptés à tous. Ils veulent vraiment se sentir inclus puis impliqués dans la société, pas un peu comme une classe à part. Donc, essayer de penser peut-être à des activités qui peuvent aussi, c'est ça, les intégrer dans le milieu, dans la population, dans le village, qui vont faire justement qu'ils ne se sentent pas aînés. Ça marche. Marie-Laurence, est-ce que tu peux donner la parole à Madame Eunice Sosa, s'il te plaît? Elle a levé la main tantôt pour poser une question, puis ce sera ma dernière question. Olivia, il y avait 2 questions dans le Q&R qui t'est adressées. Est-ce que tu pourras répondre aussi à ces personnes directement, s'il te plaît? Oui. Merci. Madame de Sosa, est-ce que vous pouvez poser votre question? M'entendez-vous? Oui. Bon, parfait. Premièrement, je vous félicite, Madame Bourque. Votre programme répond tout à fait aux choses auxquelles je rêve depuis des années. C'est vraiment fantastique. Et vous aussi, Madame Robitaille, de savoir que les gouvernements s'en préoccupent. Mais, et je vais vous contacter parce que j'aimerais instaurer la même chose ici. J'habite à Pointe-Saint-Charles, dans le sud-ouest. Il y a déjà des initiatives, mais c'est par groupe, tous des groupes d'aînés, etc. Et moi, je trouve que vraiment l'approche à Sainte-Hélène, c'est ça qu'il faut. Et puis, on va rester en santé et on va coûter moins cher au gouvernement et on va être plus heureux. Alors, donc, je vais vraiment vous contacter, Madame Robitaille. Est-ce que vous pensez, je ne sais pas qui je dois contacter, Madame Bourque ou Madame Robitaille, pour essayer de faire une démarche dans mon arrondissement pour essayer que la même chose soit créée. À qui dois-je m'adresser? Madame Robitaille ou Madame Bourque? Moi, je vous propose de contacter Madame Bourque, Oui. sous toute réserve. Puis, vous avez des organisations aussi qui peuvent vous soutenir, comme la Direction de santé publique ou l'Unité régionale de loisirs et de sport. Il y a des intervenants, là, des conseillers qui peuvent vous aider aussi. Attendez, je vais prendre ça en note. Direction, quoi? Direction de? La Direction de la santé publique. OK. Puis, l'Unité régionale loisirs et sport. Loisirs et sport de Montréal, c'est l'Unité régionale de loisirs et de sport. Si vous ne trouvez pas les coordonnées, moi, je peux vous aider à les trouver par courriel. Là, on peut s'écrire. Mais Oui. pour mettre en place un projet concret, je pense que Mme Bourque est la mieux placée pour échanger avec vous. Puis ces organisations-là peuvent vous soutenir aussi par rapport à développer un projet et à vous soutenir, à vous accompagner là-dedans. Et de toute façon, Madame Bourque, soyez certaine que je ne m'attends pas que vous fassiez mon travail. Mais comme je des informations pour mais comme je vous dis, ça va me faire plaisir là, de partager tout ça. Puis je pourrais même là, vous guider sur le site Internet pour avoir justement, si vous avez besoin de visuels ou tout ça, là, on pourra en discuter plus longuement, mais est-ce que j'ai avec plaisir. Pour vous contacter, est-ce que j'ai votre courriel? Madame Souza, les coordonnées des intervenants seront envoyées. À la fin. Parfait. Oui, à la fin, à l'issue du vidéo. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci. Au revoir. Je vous remercie pour cette belle présentation. On va laisser la place aux saines alimentations maintenant et à Sylvie qui va nous parler donc du projet avec les messieurs aînés. Oui, je vais partager mon écran. Est-ce que ça va? Oui, c'est parfait. On voit bien. Oui. Parfait. Donc, le projet que je vous présente aujourd'hui, Cuisinons et ensemençons entre hommes vivant seuls. Donc, j'ai raccourci un petit peu le titre pour les bienfaits de la présentation. Donc, petite mise en contexte, ce projet se déroule dans la municipalité de Deschambault-Grondines, qui est une
très belle municipalité, une des 18 de la MRC de Portneuf, donc c'est sur un grand territoire. Deschambault-Grondines compte 2235 résidents. Parmi ceux-ci, il y a 23,3 % qui sont âgés de 65 ans et plus, selon là, les récentes données du recensement de 2021. Et c'était 19 % en 2016. Donc, évidemment, sans surprise, la population est vieillissante, tout comme à plusieurs autres endroits. Et pour les 65 ans et plus, mais il y en a quand même 27 % là, qui ont plus de 75 ans. C'est une municipalité qui est située dans le secteur ouest de la région de Portneuf. La MRC de Portneuf, en fait, historiquement, est divisée par secteur nord, secteur ouest, secteur centre. Et ce secteur-là, secteur centre, bien, il est plus éloigné physiquement là, de certains services, entre autres les organismes communautaires. Et bon, c'est une population vieillissante, là, comme je l'ai mentionné. Bon, pourquoi on a mis en place ce projet-là? En fait, bien, notre organisme Solidarité citoyenne Portneuf a un volet sécurité alimentaire. Donc, déjà une préoccupation là, face à cet enjeu-là sur le territoire. Et il y a un fait qui avait été énoncé là, lors d'une formation. Dans Portneuf, on est à implanter là, un projet de gériatrie sociale. Et il avait été énoncé à ce moment-là que les personnes âgées qui souffraient le plus de solitude et d'isolement, c'était les hommes qui vivent seuls et qui sont âgés de 65 ans et plus. Évidemment, on en parlait tantôt dans le projet d'Olivia, la pandémie a amplifié l'isolement qui était vécu par les personnes âgées, principalement par les personnes âgées qui vivent seules. Et il y a le fait aussi que la municipalité n'a pas de service alimentaire de proximité, ce qui n'aide pas vraiment le fait de bien se nourrir. C'est un petit peu, c'est une difficulté en fait qui est rencontrée. Et également, dans le cadre des travaux d'un comité sur le développement des services d'aide à domicile pour les aînés dans la région de Portneuf, il y a un chargé de projet, Jean, qui est avec nous aujourd'hui, et je suis impliquée dans ce dossier-là aussi. Jean a découvert, en fait, en fouillant un peu, un projet qui réunissait un groupe d'hommes au fourneau dans la région de Charlevoix. En fait, c'est une cuisine collective qui était mis sur pied là, par le Centre d'action bénévole de Charlevoix. Donc, il n'en fallait pas plus pour lancer une idée là, qui s'inspirait de cette initiative-là. Les objectifs du projet, bien, favoriser les saines habitudes de vie et briser l'isolement. Donc, les saines habitudes de vie, saine alimentation principalement. Donc, permettre à la municipalité d'améliorer l'offre de services en ce sens, même si ce n'est pas un projet de très grande envergure qui dessert l'ensemble de la population. C'est une offre de services qui s'ajoute et qui est intéressante. Ça permettait de répondre aussi à un besoin urgent de se nourrir convenablement, de contribuer aussi à une certaine autonomie alimentaire pour permettre à ces hommes-là de savoir comment faire une soupe, comment la préparer, puis avoir du bon goût. Moi, j'ai en tête un exemple d'un de mes oncles qui s'est retrouvé seul dans sa maison, puis à un moment donné, il se faisait une soupe, puis il avait juste mis de l'eau, puis il faisait bouillir du céleri. Fait que ça goûte, c'est pas très bon, là, tu sais, quand c'est pas assaisonné. Donc, on voit que les personnes, les hommes qui se retrouvent seuls à un moment donné, bien, pour cuisiner, ne serait-ce qu'une bonne soupe réconfortante, c'est tout qu'un défi. Et diminuer par le fait même là, le risque de dénutrition chez les aînés. Puis briser l'isolement, bien évidemment, quand c'est ce genre d'activité-là, ça répond aussi à ce besoin-là. Donc, offrir aux hommes une opportunité de sortir pour rencontrer des amis, faire de nouvelles rencontres et créer des liens qui souvent, on le voit, là, continuent, là, vont en dehors, en fait, du projet comme tel. Reprendre l'habitude de sortir, hein, on disait, ça s'est vraiment perdu pendant la pandémie. Donc, c'est une habitude qu'il faut reprendre lentement, mais sûrement, et préparer des soupes dans une ambiance des plus agréables en étant accompagné par des ressources du milieu. Alors, vous voyez quelques photos ici. Donc, le volet 1 du projet, c'est les soupes elles-mêmes. Donc, une fois par mois, les hommes se rencontrent pour cuisiner une bonne soupe réconfortante. Donc, évidemment, les légumes sont coupés pendant une bonne partie de l'activité. Et ensuite, bien, la purée est faite. Puis, on voit ici là, un homme qui est en train de faire la purée là, dans l'immense marmite des soupes. Les légumes, en fait, parce que c'est la base des ingrédients, donc sont fournis par un producteur local, les Jardins de la Chevrotière, qui est situé à Deschambault-Grondines, qui a mis à notre disposition une partie de sa terre agricole. Donc, les légumes sont fournis à cette initiative-là, mais aussi à d'autres projets, entre autres
on a des frigos solidaires là, sur le territoire de la MRC de Portneuf. Donc, les légumes, Jérôme là, des Jardins de la Chevrotière fournit ces légumes-là qui sont des plus appréciés. Et évidemment, bien, la saveur du mois dépend des légumes qu'on soit. Hein. On s'adapte en fonction de ça. Donc, il y a différents légumes qui ont été reçus, des légumes d'automne et d'hiver, des carottes, des céleri raves, des pommes de terre, des rutabagas. Et on fait la recette là, en fonction de ce qui est reçu. Et il y a aussi des denrées qui viennent d'un supermarché. En collaboration avec Moisson Québec, sur le territoire, il y a un programme de PRS, c'est un programme de récupération en supermarché qui est à se développer, dont il y a un camion réfrigéré là, qui est à Solidarité citoyenne Portneuf et qui fait la tournée, qui va récupérer ces denrées-là et qui en amène là, pour la journée des soupes, mais qui en distribue aussi dans les frigos et dans les ressources d'aide alimentaire. Mais il y a une partie qui revient là, pour ce projet-là. Ensuite, ben, en fait, à chacune des rencontres, on parlait tantôt de briser l'isolement, le volet social qui est inévitablement fait partie de ce projet-là. Ben, à chacune des rencontres, il y a un volet qui permet de socialiser. Puis on voit ici une image d'un Scrabble, un jeu de Scrabble, pendant que la soupe est à mijoter. Donc, en sentant les bonnes effluves de la soupe, les hommes font une activité là, qui varie, mais la photo qu'on voit ici, c'était le Scrabble. Et on a eu aussi une visite là, du maire, M. Bouillet, maire de Deschambault-Grondines, qui est venu avec le député provincial qui sont venus faire un tour. Et on peut vous dire que les messieurs étaient très contents et ça a permis de faire de bonnes discussions. Entre autres, un homme qui a apporté sa préoccupation au fait de ne plus avoir sur le territoire là, d'organismes pour les alcooliques, là, Alcooliques Anonymes, le groupe de soutien. Donc, ça a été discuté et il y a eu des avancées par rapport à ça. Fait que c'est intéressant de voir que la bouffe, souvent, ça amène à autre chose. Et à chacune des rencontres, évidemment, bien, les hommes repartent avec plusieurs plats de soupe. Donc, on voit ici là, que les hommes sont en train de transporter ça dans des petits plats pour qu'ils puissent ramener chacun chez eux à la fin de la rencontre. Et je suis allée la semaine passée, il y a 2 semaines, faire un petit tour à l'activité du mois de mai et Joseph-Étienne m'a confié. Moi, je ne fais pas ça, des soupes de même. C'est bon, avec un grand sourire dans le visage. Donc, tout ça, ça vaut vraiment la peine de voir cette fierté-là, d'avoir contribué et après ça, de repartir avec les soupes qui sont très bonnes. Je les ai testées. Ensuite, le volet 2, c'est les semis. Donc, à partir du mois de mars, on a commencé un volet jardinage qui a été ajouté pour encourager justement les aînés à préparer des semis pour eux-mêmes et qu'on souhaite qu'ils vont poursuivre. Donc, avec notre producteur agricole, lui qui nous fournit là, une partie de sa terre pour produire des légumes, bien, il est venu aider en fait ce volet-là du projet pour préparer des semences. Donc, ils ont mis les petites graines dans tous les petits pots, comme vous voyez sur les photos. Ensuite, le mois suivant, qui était en mai, ça a été, il y a eu le transpotage. Donc, ces semences ont été mises dans des pots plus grands. Et l'ultime étape, ça va être la plantation dans un jardin là, à la prochaine rencontre en juin. Donc, c'est bien le fun de voir l'évolution de ces pousses-là à chaque mois. Et c'était drôle parce que là, les hommes comparaient leurs semences, mais disaient, oh, ouais, il y en a qui ont eu plus de succès que moi, mais finalement, tout avait poussé, mais à différents niveaux. Et on voyait qu'il y en a qui disaient, mais moi, je les ai arrosés peut-être un peu plus, je les ai mis au soleil. Fait que, il y avait ces échanges-là qui étaient vraiment le fun de voir. Et en fait, on voit ici, là, justement, c'est l'activité. On voit à gauche là, sur la photo, on voit Jean qui est le chargé de projet et Jackie, la cuisinière, qui sont là pour cette activité-là. Et c'est là qu'il avait été fait le transportage dans les plus grands plats. Donc, c'est l'activité du mois de mai. Et il y a un ensemble de jardiniers qui a été offert à chaque participant pour les encourager là, à poursuivre cette activité par la suite. Et les activités, bon, comme je disais, sont encadrées par un chargé de projet et une chef cuisinière. Les participants, le lieu de diffusion pour le recrutement, ça a été les organismes communautaires du milieu, du secteur ouest principalement, les organismes communautaires qui desservent l'ensemble du territoire de la MRC, l'ESIUS, Capitale nationale,
de milieu pour les aînés, les ITMAV, qui sont des travailleurs qui sont là pour les aînés qui les rencontrent à domicile. Donc, ils ont le contact direct, le lien de confiance qui est établi. Donc, il y en a qui ont été recrutés par ces travailleurs de milieu-là et par le HLM aussi, un HLM tout près là, du lieu de la rencontre, du lieu des activités. Donc, il y a 5 hommes qui se sont inscrits. On en souhaitait autour de 8, mais sachant tout le monde que les hommes sont souvent difficiles à mobiliser et à demander de l'aide ou en tout cas à demander des services quels qu'ils soient, on était vraiment heureux là, de ce nombre-là. Et en cours de route, bien, malheureusement, il y a un participant qui est décédé. Et c'est sûr, on visait les hommes de 75 ans et plus, donc c'est sûr que c'est un fait qui peut arriver. Donc, malheureusement, il y en a un. Et il y a un autre qui est déménagé là, pour se rapprocher de sa fille. Le partenariat, bien, en plus d'Espace Muni, évidemment, on a des partenaires locaux, donc la municipalité de Deschambault-Grondines. Donc, leur ouverture là, dès le départ pour ce projet, là, tant au niveau de la direction générale que du conseil municipal, la collaboration de la directrice générale là, à tout moment pendant la réalisation du projet. Puis, on a vu tantôt la visite du maire. Donc, le partenariat là, était vraiment apprécié. Et les jardins de la Chevrosière, comme je le disais, donc, qui ont mis une partie de leur terre là, à notre disposition, donc pour le don de légumes et la contribution aussi de l'expertise de Jérôme, un des propriétaires, pour, à tout point de vue et aussi pour le volet semi. Et la coopérative de solidarité des Grondines, dépanneur communautaire POP, où se déroulent les activités. Donc, on a un partenariat avec eux là, pour le déroulement des ateliers. L'échéancier et le budget, bien, le recrutement s'est fait à partir du mois d'août et le projet a commencé en septembre, donc de septembre à décembre, et ensuite a repris en mars et se termine là, le mois prochain en juin. Le budget qui est alloué, bien, on a reçu 10 000 d'Espace Muni et une contribution environ de 3 000 3 200 de notre organisme. Les principaux postes budgétaires, bien, le salaire et honoraire, évidemment, chargé de projet, chef, jardinier, une partie de montant à mois de supervision. Il y a des équipements et du matériel de cuisine qui a été acheté et de jardinage. Donc, un mélangeur, là, on l'a vu tantôt sur une des photos, là, un mélangeur quand même commercial, une grande marmite, aiguisage. On parle d'aiguisage parce qu'on voulait acheter des couteaux, mais finalement, à la coop, il y en avait déjà de très bons. Donc, on a opté pour un aiguisage. Il était vraiment dû pour être aiguisé. Donc, ça a permis d'économiser un peu et tout le monde était heureux. On a acheté un déshydrateur, une table en inox qui sert de lieu pour couper les légumes, un lieu supplémentaire, des livres, des semences, des pots, pelles de jardinage, comme je disais tantôt, des choses qui ont été données aux hommes, et des smart pots qui sont des contenants de jardinage là, en géotextile qui sont parfaits en fait, pour les petits espaces pour mettre sur un balcon. Donc, ça permet de créer un petit jardin instantané. Donc, c'est remis aux participants. Des ingrédients complémentaires, on a les légumes, mais il faut acheter d'autres choses pour faire la soupe, évidemment, et collation des participants autour de 600 $. Les frais de déplacement, 900 $, frais de gestion, frais d'hiver. Au niveau de l'équipement, peut-être mentionné, en fait, l'entente qu'on avait avec la coopérative des Grondines, de solidarité des Grondines, c'est qu'on leur laisse une partie des équipements qui sont achetés restent sur place. C'est comme un échange là, au lieu de payer la location. Donc, ils vont pouvoir bénéficier eux aussi de cet équipement-là. Donc, c'est un très beau partenariat. Les défis, les bons coups, mais les défis, c'est sûr que le recrutement, c'est quand même une tâche là, qui représente un défi, malgré le fait que ça a quand même bien été. On était content de la quantité de personnes qui participaient. Le salaire du chargé de projet, en fait, qu'on avait prévu faire financer par le projet d'Espace Muni, mais en cours de route, notre chargé de projet est devenu conseiller municipal, donc il y avait comme un petit conflit d'intérêts, donc c'est nous qui avons assumé là, le salaire du chargé de projet. Une participation restreinte d'un des participants qui avait une santé plus fragile, donc quand il n'a pas pu être présent, les hommes ont convenu de tout de même lui faire bénéficier là, des soupes. Donc, les soupes lui ont été livrées là, à la fin des activités. Et la plantation des semis qu'on doit faire en juin, on doit trouver un plan B parce que l'endroit où on devait le faire, ça ne peut plus fonctionner. Donc, on a déjà un plan B, là, mais il a fallu se réajuster à ce niveau-là. Les bons coups, bien évidemment, la visite du maire et du député. L'assiduité des participants sont toujours très heureux de revenir à chaque mois et leur reconnaissance là, face à ce projet-là, de même que la reconnaissance de la municipalité.
La pérennité, bien évidemment, c'est un grand défi. Les frais salariaux assumés, bien, ça représente quand même une grande partie du projet. On est vraiment présentement à explorer les possibilités de financement, mais il n'y a rien de concret pour le moment. Donc, le projet se termine là, en juin, puis on va voir si c'est possible de le poursuivre là, avec cette clientèle-là ou une autre clientèle là, qui a une certaine vulnérabilité là, sur le territoire. Donc, voilà d'autres photos qui démontrent le projet. Alors, ça termine la présentation de ce projet de soupe et de celui. Merci Sylvie, c'est vraiment un projet très intéressant. Gardez vos questions. On va clôturer ce bloc avec Jocelyne. Tu peux ouvrir ta caméra, Jocelyne, et partager ta présentation. Et voilà, à tantôt. Jocelyne, c'est bon? Oui, c'est bon, excusez-moi, je pensais que c'était Jean avant moi. Donc, OK, je vais partager mon écran. Donc, bonjour, je suis Jocelyne Gamache, je suis la coordonnatrice générale du regroupement des cuisines collectives du Québec. Je suis vraiment très contente d'être ici aujourd'hui pour vous parler des cuisines collectives. Puis je trouve que ça fait une belle suite avec ce que Mme Noël vient de présenter à Deschambault-Grondines. Je vais, moi, présenter les cuisines collectives, oui, mais l'intérêt de mettre en place des cuisines collectives, dans une perspective plus large. Donc, je veux vous parler, pour commencer, d'insécurité alimentaire. Donc, l'insécurité alimentaire, c'est lorsqu'une personne peut pas acheter ou avoir accès à une variété suffisante d'aliments pour avoir un mode de vie sain. Au Canada, il y a 11,4% des adultes de 65 ans et plus qui souffrent d'insécurité alimentaire de modérée à grave. Ça veut dire qu'ils ne mangent pas à leur faim. Au Québec, c'est 8% des personnes de ce groupe d'âge qui souffrent aussi d'insécurité alimentaire. Et l'insécurité alimentaire, les taux d'insécurité alimentaire sont sans doute un peu plus faibles chez les couples que chez les personnes seules qui sont âgées de plus de 65 ans. C'est sûr que le recours aux services d'aide alimentaire permet de diminuer l'expérience d'insécurité alimentaire des personnes, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a très peu de personnes de 65 ans et plus qui se rendent dans des services alimentaires d'urgence. Quand on parle de services alimentaires d'urgence, ce dont on parle, c'est des banques alimentaires principalement. Et pourquoi ils se rendent peu là? Il faut se déplacer pour aller à la banque alimentaire, mais aussi parce qu'il faut s'identifier et faire la preuve qu'on est pauvre. Et c'est très humiliant d'avoir à démontrer qu'on n'est pas capable de se nourrir. Donc, les gens préfèrent se priver, des fois devenir en situation d'insécurité alimentaire très grave avant d'oser se rendre dans des milieux comme ça. Et la pandémie, on sans doute, a augmenté l'insécurité alimentaire des gens parce que les gens ne se déplaçaient pas, surtout les aînés. On les a confinés à la maison ou dans leur RPA. Donc, les gens ne se déplaçaient pas vers les ressources alimentaires. Les facteurs qui contribuent à l'insécurité alimentaire, il y a des facteurs médicaux. Donc, quand on est malade, quand on a des comorbidités, on peut souffrir plus d'insécurité alimentaire. Quand on doit prendre de la médication, quand notre santé buccale est pas adéquate, donc on mange moins bien, on s'alimente moins bien. Quand on a des problèmes cognitifs aussi, on s'alimente moins bien. Des fois, on a des enjeux pour se rappeler qu'on a mangé ou pas. Il y a des facteurs fonctionnels aussi. On a une mobilité réduite, donc on ne peut pas se déplacer pour aller à l'épicerie ou aller acheter les aliments ou même les cuisiner à la maison. Il y a des enjeux aussi au niveau de l'environnement physique dans lequel on évolue. Par exemple, la proximité des commerces peut être un enjeu pour s'alimenter sainement. Ou encore, on peut avoir des besoins d'assistance pour préparer les repas ou même les consommer, donc manger,
ou aller chercher la nourriture, comme je disais tantôt. Des facteurs sociaux, ben, l'exemple que Mme Noël nous a donné tantôt, c'est-à-dire l'état civil. Donc, souvent, ce qu'on voit, c'est que les hommes seuls, particulièrement les hommes âgés seuls, ont de la difficulté souvent à se nourrir sainement parce qu'ils connaissent peu les enjeux. C'est quoi ça, un repas sain? Comment est-ce qu'on fait ça? C'est quoi des aliments? Donner l'exemple tantôt de la soupe. Comment je fais une soupe? Ben, c'est pas évident quand on n'a jamais cuisiné de notre vie. Il y a aussi dans les facteurs sociaux la taille du réseau social, c'est-à-dire si je suis seule, ben, c'est pas nécessairement évident d'avoir le goût de me nourrir sainement. Donc, on le sait, les études le montrent, quand on est plusieurs à manger ensemble, on a plus le goût de se faire à manger puis de manger. Il y a aussi des facteurs économiques, donc le niveau de revenu, ben, ça influence aussi sur la capacité à s'approvisionner en aliments sains. La sécurité alimentaire, ça existe lorsque tous les êtres humains ont, à tout moment, la possibilité physique, sociale ou économique de se procurer une nourriture suffisante, saine et nutritive qui leur permette de satisfaire leurs besoins et leurs préférences alimentaires pour mener une vie saine et active. Donc, la sécurité alimentaire, c'est des bonnes habitudes de vie, de bonnes habitudes d'alimentation. Ça a un impact sur l'ensemble de la vie des personnes. Les dimensions de la sécurité alimentaire, on parle d'accessibilité, j'en ai parlé tantôt. Il faut pouvoir se rendre, donc physiquement être en mesure de se rendre à l'épicerie ou dans les lieux d'approvisionnement. Il faut avoir l'argent pour acheter des aliments qui nous permettent de mener une vie saine et active, puis d'avoir des aliments qui sont satisfaisants sur le plan nutritionnel, donc pas seulement des repas tout faits, là, des Michelina ou des repas ultra transformés qui ne sont pas très bons pour la santé. Puis des repas aussi qui sont en adéquation avec nos valeurs, avec si on est végétarien, par exemple, végétarienne ou musulmane, ou bon, il faut que les repas soient en adéquation avec ce que moi je porte comme valeur. Il faut aussi que j'ai les compétences personnelles, donc la capacité technique de prendre en charge l'alimentation. Comment je planifie un repas? Qu'est-ce que ça comporte? Est-ce que je suis capable de cuisiner les aliments que j'ai pour en faire un repas qui est agréable, qui est bon, qui est sain, qui est nourrissant? Puis il faut que j'aie accès aussi à une information simple, fiable et objective qui me permet de faire des choix éclairés. Autrement dit, pourquoi j'achèterais ceci plutôt que cela? Qu'est-ce qui me dit que cet aliment-là est meilleur pour ma santé que celui-ci? Il faut que je sois capable de lire des étiquettes, par exemple, de savoir aussi qu'est-ce qui est meilleur pour ma santé. Donc, que je sois informée. L'accès aux aliments, c'est aussi la capacité, pas la capacité, mais la possibilité de s'insérer dans un réseau social. Je vais à l'épicerie, je rencontre des gens, je vais à la cuisine collective, je rencontre du monde, je m'insère dans un milieu où je joue un rôle, où je suis reconnue comme personne. Donc, il y a vraiment des enjeux de justice, d'équité, de respect de la personne, respect aussi d'un système agroalimentaire qui est durable. Il y a des interventions qui misent sur la création de liens de proximité pour développer des réseaux d'entraide en alimentation et participation sociale. Madame Noël en parlait tantôt, le jardin communautaire dont on parle, c'est une façon de s'alimenter dignement, mais être lié à un réseau de personnes, donc qui me donne un intérêt aussi à manger des bons aliments parce que quand je vais au jardin ou quand je vais à une épicerie communautaire ou quand je vais à mon groupe de cuisine collective, je rencontre des gens, je peux discuter de mon alimentation, des bons coups, des choses que je fais, que j'essaie, me faire inspirer par d'autres. La participation à ces initiatives-là, ben, ça diminue l'insécurité alimentaire, ça augmente la santé des gens qui y vont, en tout cas l'impression qu'ils ont d'être ensemble. Des fois, ça les force aussi à se déplacer, à marcher entre ces divers lieux-là. Fait que c'est quelque chose de très, très riche comme participation. Puis, ça les amène à se percevoir comme des personnes actives
dans la prise en main de leur sécurité alimentaire. Ils posent des gestes et non seulement eux-mêmes posent des gestes, mais ils sont en lien avec d'autres personnes qui, elles aussi posent des gestes pour leur sécurité alimentaire. Alors, ça m'amène à vous parler de ce pourquoi je suis allumée, c'est-à-dire les cuisines collectives. Ben, une cuisine collective, c'est quoi? Ben, c'est 4 à 6 personnes qui mettent en commun leur temps, leur argent, puis leurs compétences. Qu'est-ce qu'elles font, ces personnes-là? Elles cuisinent des mets économiques, des mets sains, puis appétissants, qu'elles rapportent chez elles pour les déguster seules ou en famille. Souvent, quand elles font des repas, par exemple, elles vont faire une sauce à spaghetti, bien, ils vont avoir plusieurs portions, donc ça va leur permettre d'inviter à la maison leurs enfants, leurs amis, donc d'augmenter leur réseau social parce qu'ils ont accès à des repas qui sont déjà cuisinés, puis pour lesquels ils sont fiers de partager ça avec d'autres. La cuisine, elle est regroupée par un organisme qui leur fournit soutien et équipement. Je vais y revenir tantôt. Donc, il y a toutes sortes de cuisines collectives. Il y a des cuisines collectives qui sont traditionnelles, c'est-à-dire que les gens se regroupent, ils décident ensemble ce qu'ils vont manger, puis c'est des repas plutôt traditionnels. Donc, par exemple, du pâté chinois, du poulet à la king, des pâtés au poulet, des sauces à spaghetti, bon, toutes sortes de trucs comme ça. Il y a des gens qui se spécialisent dans des cuisines multiethniques. Ça dépend des quartiers, des fois, où les gens sont installés. Par exemple, on a à Montréal un groupe de cuisine collective qui est installé dans le quartier Parc Extension, qui, lui, décide d'amalgamer des gens d'origine diverses. Et à tour de rôle, les repas qui sont proposés, ben, ce sont des repas qui viennent, mettons, de la communauté pakistanaise, de la communauté indienne, salvadorienne, québécoise. Puis les gens mangent donc des repas qui viennent de différentes cultures. Et ceux qui proposent la recette, ben, ils sont fiers de partager une partie de leur culture aux autres membres de leur groupe de cuisine. Il y a des groupes qui sont végétariens, d'autres qui sont véganes. Il y en a d'autres qui se regroupent sur la base d'enjeux de santé. Des cuisines pour les gens qui font du diabète, du cholestérol, qui n'ont pas de gluten. Il y en a qui disent on va cuisiner seulement des aliments de saison. Bref, il y a autant de groupes de cuisine qu'il y a de personnes qui les composent. Puis chaque groupe prend la couleur ou la spécificité des gens qui en font partie. Donc, c'est très, très ouvert. Et quand les gens arrivent, veulent s'inscrire dans un groupe de cuisine, bien, les organismes prennent le temps de vérifier avec elles c'est quoi leur intérêt. Est-ce qu'ils savent beaucoup cuisiner? Ils sont-ils là pour apprendre? Ils ont-ils des enjeux de santé? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Puis selon la réponse à ces questions-là, on les diriger vers un groupe de cuisine plutôt qu'un autre pour leur permettre de s'épanouir le plus possible à l'intérieur du groupe de cuisine, puis aussi de se faire des amis, de se constituer un réseau. Fait que les organismes de cuisine collective, ça permet de sortir de l'isolement, de se faire des amis. Je le disais tantôt, de se constituer un réseau qui devient souvent un lieu d'appartenance puis de réalisation de soi, d'apprendre des nouvelles recettes, de partager les siennes, de voir d'autres visions de la vie. Parce que quand on cuisine, la cuisine, c'est un geste qui est assez intime. C'est quelque chose qu'on fait d'habitude chez soi. Et puis, c'est porteur de valeurs. Donc, quand on cuisine, on parle de toutes sortes de choses et on se confronte à des valeurs qui sont différentes. Puis, ça nous permet d'en jaser avec d'autres, de se faire une idée, de changer d'idée, de discuter. Puis, des fois, d'être confronté à des problèmes, puis l'avantage d'être en groupe, d'avoir des moyens, des outils pour régler les problèmes qui peuvent survenir. Donc, les animatrices aussi sont là pour soutenir, pas faire la cuisine à la place des gens, mais soutenir la dynamique qui s'installe. Puis s'il y a des enjeux qui se posent, dénouer ces enjeux-là, qui permettent aux gens de jouer un rôle actif, donc d'apprendre des techniques pour résoudre les conflits. Les animatrices, ils permettent de réaliser des apprentissages. Ils permettent aussi aux participants de faire des choix qui vont favoriser leur autonomie et leur prise en charge. Ils vont permettre aussi de respecter le rythme de chacune.
Si c'est la première fois que je coupe des oignons ou que j'utilise un couteau, ben, ça se peut que ça soit plus long. Et donc, l'animatrice va permettre à chacune, à chaque membre du groupe de cuisiner à son rythme, mais aussi de contribuer à l'ensemble, au repas qui vont être cuisinés avec les autres. Ils vont aussi reconnaître l'apport de chacun, de chacune, ils vont valoriser ça. Parce que dans le groupe, tout le monde est important. Donc, c'est un lieu démocratique où chacun a son rôle à jouer, chacun a son mot à dire sur les repas, puis chacune apprend des nouvelles connaissances, ils apprennent à travailler en équipe, comme on disait, à résoudre des conflits, à développer son leadership, à reprendre confiance en soi. Puis ces apprentissages-là, ben, elles les font au sein de la cuisine, mais elles les ramènent chez elles aussi dans leur réseau. Donc, c'est des apprentissages qui leur servent dans l'ensemble de leur vie. Ça fonctionne comment, un groupe de cuisine collective? Ben, c'est une rencontre 1 à 4 fois par mois. C'est selon le rythme du groupe. Le groupe décide. Ça peut être aux 2 semaines. Souvent, c'est le rythme habituel. Là, c'est aux 2 semaines. Ça se fait où? Ben, ça se fait des fois à la maison, des fois dans les locaux d'un organisme, des fois dans les locaux d'une municipalité. On a beaucoup de groupes qui font, par exemple, dans les salles communautaires d'un HLM, par exemple. Les gens se regroupent là. Ça se fait avec ou sans la présence d'animatrices. Je vous dirais qu'au départ, quand le groupe se met en place, c'est plus facile d'avoir une animatrice parce que ça permet de se donner des bases, d'expliquer c'est quoi la cuisine collective. Puis au fur et à mesure que le groupe a de l'expérience, ben là, il est capable d'être autonome. La cuisine collective, c'est 4 étapes qui sont très importantes pour nous. Donc, la première étape, c'est la planification. Donc, tout le monde a son mot à dire sur les repas qu'on va cuisiner ensemble. Comment ça se passe? C'est qu'habituellement, les gens regardent les circulaires, puis là, ils disent « Ah, le poulet est en vente chez Maxi. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec du poulet cette semaine? » Et là, ils réfléchissent, ils regardent des livres de recettes. « On pourrait faire un poulet chasseur. » OK. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? On pourrait faire une soupe, on pourrait faire un dessert. On planifie. Ils planifient les achats. Ils se répartissent les achats. Donc, une personne va aller chez Maxi, l'autre va aller à la fruiterie, l'autre va voir. Ils reviennent, ils mettent ça en commun. Ils calculent le coût des aliments qu'ils ont achetés. Ils cuisinent les aliments ensemble. Donc, dans la séance, ils ne cuisinent jamais un seul plat. Ils cuisinent plusieurs plats. Donc, je vous parlais de la soupe, mettons le poulet chasseur, le dessert. Bon. Puis des fois, ça peut être des légumes d'accompagnement ou peu importe. Ils cuisinent ça. À la fin du repas, ils disent, bon, ben, toi, Jocelyne, vous êtes 4 à la maison, donc tu vas amener, mettons, on a fait du poulet pour 20 personnes. Ben, toi, tu vas amener, puis on est 4, ben, tu vas là, je ne suis pas bonne en calcul, écoutez, je dis n'importe quoi. Mettons, tu vas amener 8 portions et tu as payé 2 $, mais chaque portion revient à 3 $. Donc, ils ont un calcul qui se fait. Ils ont des grilles pour faire ça, fait qu'ils font ça mieux que je vous dis ça. Ils font ça vraiment bien. Et ils se partagent le coût, donc ils payent chacun le coût. Et à la fin, ils évaluent. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'était bon? Est-ce que chez nous, les gens ont aimé le repas que j'ai cuisiné? Donc, il y a vraiment une évaluation. Et si, par exemple, le poulet chasseur, il n'était pas bon, on n'a pas aimé ça, bien, c'est clair que le groupe en refera plus. Je m'excuse, Jocelyne, oui? on a vraiment dépassé notre temps. Est-ce qu'il vous reste encore beaucoup de slides? Il m'en reste quelques-unes. Ben, je peux faire ça vite, si vous voulez. Oui, oui. OK. Merci. On aura OK, je vais passer vite sur le RCCQ. Donc, le RCCQ, nous, on met en commun tous ces gens-là, on les aide à se parler. On existe depuis 1990, donc c'est ça. On a 1200 membres répartis sur l'ensemble du territoire du Québec. L'année dernière, à cause de la pandémie, il y a moins de monde qui ont participé, donc on a eu 7169 personnes qui ont participé aux activités de cuisine, 17 000 personnes qui ont été nourries, dont 1344 participants de 65 ans et plus, puis presque 1 million de portions qui ont été cuisinées. Bon, je vais passer vite la pandémie. Juste dire, les municipalités peuvent jouer un rôle actif
en soutenant les initiatives pour la mise en place de cuisines collectives, de jardins collectifs ou autres. Ils peuvent fournir des locaux, des fois payer pour l'aménagement de cuisine, fournir des terrains pour les jardins, des fois s'assurer qu'il n'y a pas de désert ou de marais alimentaires dans leur communauté, favoriser des liens. Des fois, ils peuvent être utiles pour faire les liens entre les producteurs locaux, un peu comme disait Mme Noël. Tantôt, le jardin, l'agriculteur X avec le groupe de cuisine collective peuvent faire des liens aussi. Puis, ils peuvent travailler aussi avec les acteurs institutionnels, communautaires et les producteurs. Donc, le rôle des municipalités est crucial parce qu'il permet aux aînés de se maintenir dans leur milieu de vie, d'avoir accès à des aliments sains, de participer à la vie sociale de leur communauté et de vivre en santé. Et merci beaucoup. Merci beaucoup, Jocelyne. C'était vraiment intéressant. Désolée de vous avoir un peu coupé. Non, c'est correct. Il est 10h30. On va prendre juste 2 questions. Sylvie, il y a une question pour vous. C'est dans quelle cuisine vous aviez fait le projet? Le projet, c'était ça s'appelle le dépanneur communautaire. C'est en collaboration avec la coopérative de solidarité des Grondiennes. C'est un lieu qui appartient à la municipalité et c'est une cuisine qui est certifiée MAPAC parce qu'il y a le dépanneur qui est là. Puis, donc, il y a des frais de location, mais on les a réduits avec la contribution en donnant des équipements, en laissant des équipements là, qui nous seraient disponibles par la suite, là, mais c'est à cet endroit-là que ça se passe. Parfait. Marie-Laurence, est-ce que tu peux donner la parole à Madame Geneviève Plourde, s'il te plaît, qui souhaiterait poser une question? Oui, alors, je voulais demander à Madame Noël, qu'est-ce qui fait que la pérennité n'est pas assurée? Est-ce que c'est les finances, les ressources humaines? Qu'est-ce qui est... C'est sûr que c'est le côté financier. Notre organisme n'a à peu près pas de financement récurrent à la mission parce que nous sommes un organisme tout nouveau qui existe depuis 2018. Donc, c'est un enjeu là, principalement là, au niveau financier parce que la collaboration de la municipalité, elle est là. Les ressources humaines peuvent être disponibles en autant qu'on puisse défrayer des coûts. Il y a du financement qui rentre, mais souvent pour d'autres projets. Donc, pour attitrer vraiment des personnes à ce projet-là, ça prendra du financement. Donc, c'est à ce niveau-là. Merci. Est-ce que c'était correct, Geneviève? Oui, merci. Moi, j'avais une question, c'est plus une dernière question. On parlait justement des cuisines. Est-ce que, de votre expérience, vous savez s'il y avait des municipalités qui ont fusionné en fait pour se prêter des cuisines ou alors travailler avec des écoles ou des organismes, des OSBL d'habitation pour utiliser des cuisines? En fait, est-ce que ça se fait en fait? Si un milieu n'a pas de cuisine en soi, est-ce que ça se fait d'emprunter la cuisine d'un organisme? Toute collaboration est possible à être faite en fait. Oui, ça se fait. Il y a, je parlais tantôt, il y a des résidences pour aînés, par exemple des HLM, ils ont des salles communautaires. Et là, souvent, on équipe la salle communautaire d'une cuisine. Il y a des sous-sols d'église qui sont équipés de cuisine, donc les gens peuvent aller là. Il y a des centres communautaires, il y a des écoles. Là, on est en train de regarder dans certains coins de la possibilité de faire ça avec des liens avec la popote roulante, par exemple, qui se réunit le matin. Donc, l'après-midi, est-ce que ça ne pourrait pas être mis à la disposition des groupes de cuisine collective? Il y a des liens avec les écoles aussi qui se font pour faire ça, des cégeps, des universités. Il y a vraiment toutes sortes de maillages possibles. Vraiment, c'est vraiment pas à la discrétion des gens, là, mais il y a vraiment toutes sortes de maillages. Ok, super. Bon, merci beaucoup. Sylvie, est-ce que vous aviez un dernier message, Jocelyne, un dernier mot sur... J'aimerais peut-être juste ajouter un commentaire, si vous m'entendez. Oui, allez-y. Effectivement, j'ai eu la chance, là, on m'a payé la formation de RCCQ pour créer une cuisine collective dans le dépanneur
communautaires ou qu'on utilise là, pour les soupes et semis pour hommes. Et le choix qu'on a fait, c'était de ne pas faire une cuisine collective. Effectivement, comme Mme Gamache l'a bien expliqué, il y a plusieurs étapes. Il faut se réunir, il faut trouver un coût, alors que nous, on souhaitait que notre activité soit gratuite, qu'elle soit plus accessible. Et dans le fond, on avait heureusement accès à des légumes et des fruits bio de notre propre producteur, de nos jardins de solidarité de Port-Neuf, qui se déroulent au jardin de la Chevrotière. Puis avec donc, cette possibilité-là, ça nous faisait sauver beaucoup d'argent. Donc, on a pu l'offrir gratuitement. Et on n'a pas eu à gérer un fichier Excel, comme on nous montre très bien dans la formation, combien ça coûte, combien que les gens ont acheté. Donc, on voulait sauver les étapes. Nous, c'est plutôt une corvée, en fait, qu'une cuisine collective qu'on a choisie. Peut-être dans d'autres circonstances, ça pourrait être admissible. À l'origine, on voulait travailler avec une autre municipalité qui est Sainte-Christine d'Auvergne, mais ça prenait, pour avoir l'argent d'Espace Uni, ça prenait une résolution de la municipalité. Mais puisque la municipalité avait déjà un autre projet à présenter Espace Uni, ils ont préféré ne pas s'associer au nôtre, mais c'est prévu éventuellement, puisqu'on avait suivi la formation de cuisine collective avec les gens de la FADOC de Sainte-Christine d'Auvergne, un autre village à 30 km de chez nous. Il y a possibilité qu'on puisse collaborer. Je connais une conseillère municipale là-bas qui est très intéressée à faire cette activité pour les hommes. Donc, nous, on s'est offert à le faire s'ils trouvent le financement, puisque c'est toujours une question de savoir où sont les priorités. Tout ça, mais c'est ma directrice Sylvie Noël qui décide. Juste ajouter, l'enjeu, c'est vraiment le financement. Parce qu'une fois qu'on a le financement, l'organisme de cuisine collective peut fournir le fonds de cuisine, c'est-à-dire l'huile, les ingrédients secs, plein de le sucre, le sel, des choses comme ça. Mais il peut aussi, puis je pense que vous l'avez fait dans votre projet à Deschambault-Grondines, payer les frais de déplacement des participants, les frais de gardiennage s'il y en a besoin. Mais ça prend vraiment accès à un financement de base. Et ça, c'est le nerf de la guerre. Puis, je vous épargne là, tout le travail qu'on fait là-dessus pour le regroupement des cuisines collectives, mais c'est vraiment un enjeu qui est crucial parce que c'est ça qui permet aussi aux gens de se nourrir dans la dignité, la cuisine collective. Mais on n'a pas l'argent, des fois, suffisant, puisque M. Cloutier nomme, c'est vraiment un enjeu là, fondamental pour tout le monde. Puis, c'est ça. Mais tu as des municipalités pareilles qui arrivent, pas des municipalités, mais des groupes qui arrivent, qui se font donner de la bouffe. Je pense, en Gaspésie, ils se font donner de la viande qui est saisie par les gardes-chasse. Donc, ils arrivent à cuisiner de l'orignal, du chevreuil, ils ont accès à des jardins. Mais c'est vraiment un enjeu. C'est vraiment un enjeu. Je vous remercie beaucoup à tous. Merci d'être restés aussi longtemps à ce webinaire. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne continuation. Nous vous enverrons tous les liens, les présentations ultérieurement pour que vous puissiez à nouveau poser des questions aux intervenants si vous le souhaitez ou être en contact avec eux. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne journée. Merci, bonne journée. Merci.